Deux fois par an, un verdict tombe, un verdict qui peut influencer nos crédits, nos impôts et aussi et surtout l'avenir de nos services publics. C'est la note de la France, de la dette française, mais aujourd'hui on va se poser la question, est-elle juste? Et surtout, est-ce que vous la comprenez vraiment? Avant de commencer, cette vidéo a pour but de stimuler l'esprit critique et aussi de réfléchir ensemble sur comment les agences de notation notent et qu'est-ce qu'elles ignorent ou qu'est-ce qu'elles prennent en compte pour avoir ce type de notation. Pour plus de contexte, je suis un diplômé d'un master en finance et c'est aussi le secteur dans lequel j'évolue, que je travaille. Donc je m'appuie sur mon travail, mes connaissances personnelles et aussi les cours que j'ai reçus pour le contenu de cette vidéo. Et en troisième, c'est important de voir quel retour, si jamais j'ai fait des incohérences, des petites erreurs ou j'ai choisi un indicateur qui ne devrait pas être dans tel ou tel pilier. Voilà, je veux améliorer la démarche et après on ira explorer plus en détail certains sujets macro-éco avec vos retours. Merci. Donc pour commencer, voilà, c'est intéressant de savoir que la note souveraine, ça agit une sorte de bulletin qui permet aux investisseurs de savoir en un coup d'œil le risque interne de la dette qu'ils prennent. Donc ça peut être soit des entreprises, soit des États. Dans notre cas, c'est des États. Et c'est du coup un sujet qu'on entend de plus en plus parler. Et comme vous pouvez le voir, la dette ici, le recherche dette France, par exemple, on voit des pics au moment de la crise grecque, au moment aussi, je pense, de changement de mandat en 2017. Et là, on a atteint le Google Trends, cet outil estime qu'on atteindra un pic historique de la dette. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus demandé. Et je pense pas que ça soit rien à voir avec le fait que elle croît de plus en plus et presque exponentiellement. Donc là, j'avais tracé des lignes pour montrer un peu le changement de tendance qu'il y a eu lors des restrictions Covid. On est passé à de plus en plus dépensier. Donc là, il y a eu la crise des subprimes où il a imprimé de l'argent et où on a soutenu les banques et donc imprimé plus de dettes pour compenser le déficit. Et là, en 2001, ça a été encore un coup sur cette dette. Et on voit que on en a de plus en plus. Et plus le déficit s'accroît, plus la dette augmente pour compenser ce déficit. Aussi, là, on voit sur ce graphique la dette nette et la dette de Maastricht. Maastricht, c'est la dette brute, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est emprunté par l'État ou les institutions, les agences qui sont rattachées à cette dette. Et la dette nette, c'est moins les actifs liquides, donc tout le cash, par exemple, ou tous les actifs, on va dire, financiers liquides, qui peuvent être rapidement rendus. Mais on voit que la différence, et voilà, ça doit être 200-300 milliards. Voilà, là on est à 3400 et quelques. Là c'est intéressant de voir ce site, c'est toujours c'est un compteur que vous pouvez voir d'être public de la France. Bon là je sais plus quand c'était, mais voilà, on est autour de 3 milliards 400 millions. Certains disent aussi que le passif, donc ça on serait que sur une partie du bilan, le passif serait de 7000 milliards, euh, ce qui serait encore plus gros à supporter pour un pays. Donc voilà, globalement, une note, ça permet à un investisseur de dire, ok, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est risqué, est-ce que pour comparer aussi avec le rendement, combien ça va rapporter, voilà, est-ce que c'est un bon produit pour investir dedans sans trop de risques. Ensuite, voilà, on va essayer de questionner la véracité des agences de notation. Donc là, j'ai trouvé ce tableau, donc c'est sur le site de Agence France Trésor, qui résume un peu toutes les notes des agences. Donc il faut savoir que là, on a beaucoup d'agences, mais les trois principales, celles qui ont un monopole ou un oligopole, ce sont Fitch, Moody's et Standard Poor's.
Connaissez peut-être Standard & Poor's sous l'acronyme de S&P, qui font aussi des indices, donc des indices boursiers, mais aussi une agence de notation de corporate, d'entreprise, pardon, et d'État. Euh, Ils délivrent des rapports 2 fois par an, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Et la prochaine sera Fitch le 12 septembre, donc avant, je sortirai cette vidéo avant qu'ils publient leurs résultats. Je pense que si Fitch fait un mouvement, peut-être une dégradation de la note, les autres publieront leur rapport un peu plus tôt que le 24 et le 28 novembre. Même si voilà, Standard & Poor's déjà le 30 mai avait mis à un moins négatif. Bon, on verra plus tard qu'en est-il des taux et du niveau de taux. Ça va être intéressant. Je vais donc utiliser une méthode de Standard & Poor's pour pouvoir noter. J'ai pris des indicateurs qui me paraissaient les plus pertinents dans les différents thèmes. Et on va pouvoir voir la méthodologie en bas, mais on va faire une comparaison avec aussi l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et le Royaume-Uni pour voir si on est plutôt bien situé sur notre grille. Sachant que, voilà, on verra les notes à la fin, mais l'Allemagne, les Pays-Bas sont AAA, l'Italie est BBB+, et le Royaume-Uni, je crois que c'est au niveau de la France, AAA-. On verra aussi la grille plus tard à la fin. Mais d'abord, on va pouvoir se concentrer sur la méthodologie. Donc voilà, globalement, je me suis inspiré de ça. Ça a été publié en 2017, donc sûrement qu'ils ont dû revoir leur méthodologie, mais globalement, on a 2 pôles. Le profil économique de l'institution et la flexibilité et la performance de l'État, on va dire, et de l'économie de l'État, qui va donner un premier niveau indicatif. Donc sûrement ce qu'on va avoir à la fin, ça sera ce niveau indicatif, et ensuite on voit qu'il rajoute le notch. Donc le notch, c'est ce qu'on appelle le plus ou le moins qu'on peut voir ici. Et aussi les perspectives, si on va rester sur ce niveau-là, si il y a des grandes chances qu'on descende. Voilà. Donc il y a rarement des grands mouvements d'année en année, sauf si cas majeur, c'est-à-dire qu'on va pas on va pas avoir 2 ou 3 rangs d'un coup, ça va être plutôt progressif. Et justement, en plus, ils vont donner une vision long terme, négative, stable, positif, voilà, sur leur prochain rating. Donc quel est le premier pilier? Le pilier, c'est le pilier 1, risque politique et institutionnel. Celui-ci est intéressant, on pourrait le prendre comme le cerveau, comment le gouvernement global, comment l'institution se comporte, est-ce que les décisions sont cohérentes, stables et prévisibles. Et voilà, un pays où l'instabilité politique règne, c'est un peu un navire sans capitaine. Donc on va juger ça et on va attribuer un score sur ça. Donc il y a du qualitatif, mais aussi on peut trouver des indicateurs qui mesurent ça, on le verra. Ensuite, on a le pilier 2 qui est la performance économique. Donc là, on peut prendre le schéma du cœur. C'est puissant? Est-ce qu'il y a une grosse croissance? Est-ce qu'il y a de la vitalité, la création d'emplois? Est-ce que les entreprises peuvent prospérer? Et donc, est-ce que les employés aussi, les citoyens peuvent prospérer dans cette économie? Est-ce que la qualité de la vie est correcte? Voilà, c'est ce qu'on va voir dans la performance économique. Ensuite, on va regarder la stabilité financière. C'est un peu le sang. C'est voilà, est-ce que tous les flux monétaires se transmettent, on va dire, entre l'État et les citoyens? Est-ce que il y aurait des problèmes dans toutes ces situations? Voilà. Le quatrième pilier, c'est un peu la santé globale des finances publiques. Est-ce que toutes les calories accumulées sont dépensées correctement pour aller dans le meilleur intérêt du citoyen, ou justement elles sont brûlées dans le vide?
Est-ce que aussi l'État consomme trop? Est-ce qu'il est juste en simple embonpoint ou une obésité complètement morbide? On va le voir aussi sur les différents pays qu'on va regarder. Et dernièrement, c'est la position extérieure, donc on peut dire le système immunitaire. Est-ce que l'euro est-il un bouclier efficace, par exemple dans notre cas? Est-ce qu'on est aussi vulnérable aux chocs économiques mondiaux? Ou si on dirait, est-ce que si un virus rentre dans notre corps, est-ce que notre corps peut résister à ce choc monétaire, à ce choc économique? Donc on le verra par la suite. Donc le système de notation avec ses 5 piliers et ces 5 piliers, on va avoir 32 indicateurs donc, qui sont répartis parmi ces 5 piliers et on va aussi pondérer, donc je vais me donner une note sur 5 pour chaque indicateur. Bon voilà, il y a un peu de qualitatif et de quantitatif, mais voilà, il y a un peu aussi de jugement, voir est-ce que c'est des bonnes notes ou pas, on le verra ça à la fin. Mais globalement, on va donner pilier 10, donc pilier 1, pardon, 10%, 20% pour le pilier 2, 25% pour le pilier 3, 25% pour le pilier 4 et 20% pour le pilier 5. Voilà, ça va être intéressant de regarder ça. Et on va y aller, donc on peut y aller. Donc nous voilà dans cette analyse, on a les 5 piliers, vous allez voir un peu plus. Voilà, ça a été un peu plus quantitatif que qualitatif, mais je vais détailler chaque indicateur, au moins ceux les plus importants dans chaque pilier. Donc avec le premier pilier, on a du coup le risque politique et institutionnel. Est-ce que voilà, l'État est en bon sens? Est-ce qu'il y a une existence de contre-pouvoir dans les institutions? Est-ce qu'il y a un niveau de corruption perçu dans le pays qui présente aussi une forte corrélation avec la responsabilisation des institutions? Est-ce que il y a une application impartiale de la justice? Et est-ce que les entreprises peuvent avoir une certaine confiance dans l'exécution des contrats? Et est-ce que l'État respecte les droits, par exemple les droits de propriété, et voilà. Est-ce que les investisseurs, s'ils investissent dans le pays, seront assurés qu'ils aient un retour sur leur investissement? Est-ce qu'on leur donnera vraiment l'investissement? Et aussi, est-ce qu'on a une indépendance des médias, on a une indépendance des bureaux de statistiques, voilà. Il y a la World Bank, donc la Banque mondiale, qui a créé un indice qui est intéressant, c'est le WGI, le Worldwide Governance Indicators, et ça permet voilà, de regarder ici, ils vont classer par rang, par percentile, chaque pays. Donc là, on peut voir la voice and community, la stabilité politique, la gouvernance. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ça nous permet de mesurer voilà, sur plusieurs années l'évolution. Donc on peut voir, peut-être la plus grosse baisse serait sur le contrôle de la corruption et aussi sur l'efficacité du gouvernement et aussi sur l'application de la loi. Donc voilà, en 10 ans, on a perdu plusieurs rangs mondiaux. Et ça, on peut le voir plus en détail avec l'indice CPI qui va mesurer globalement la corruption perçue dans le pays. Et on voit là, depuis 2022, on est en baisse significative. On a perdu 4 ans. C'est assez inquiétant, donc c'est-à-dire que la corruption augmente dans notre pays comparé aux autres pays dans le monde. Donc là, on peut se rendre compte que voilà, la stabilité face à la violence, on est parmi les plus faibles avec les différents pays. La qualité de la régulation, voilà, on est en dessous des autres, sauf de l'Italie, on va dire, et aussi contrôle de la corruption, c'est un peu le cas. Donc on se situe globalement sur tous les indicateurs, sauf sur, on va dire, voilà, la stabilité face à la violence, on se situe en dessous de nos confrères. Ensuite, j'ai aussi pris l'indice de démocratie qui est fourni par EIU et j'ai fait le rang et globalement on a le même
Le même constat que la majorité des indices du WGI. Et ensuite, j'ai pris le GPR. Donc le GPR, c'est un peu, c'est l'indice de risque géopolitique. Donc c'est intéressant de le regarder. Ça vient de deux chercheurs qui ont, donc Dario Caldara et Matteo Iacoviello, qui ont construit une mesure des événements géopolitiques qui sont défavorables, en mesurant justement le nombre de citations d'un événement géopolitique défavorable dans toute la presse mondiale sur certains pays. Et ils ont mesuré l'évolution depuis les années 1900. Depuis 1900, donc on voit un peu toute la guerre. Donc là, vous pourrez retrouver les détails ici. On voit les différents risques et ça permet de créer justement un indicateur autour de ça. Mais globalement, donc ça nous donne une moyenne sur 3 ans de 0,75, 0,5, 0,22, 0,08 et 0,79. Donc peut-être qu'il y aura un billet haussier, je sais pas. Quand on le met sur plus long terme, on voit que quand même la France et les UK sont un peu plus, ont plus de risques géopolitiques. À voir. Donc j'ai décidé que au-dessus de 0,75 c'était un 1. Voilà. Donc là on peut voir globalement les différents rythmes, différentes échelles. Ça nous donnerait globalement 3,6, 4,3, 3,1, 4,3, 4. Voilà, donc 3,6 globalement parce que on a des indicateurs des percentiles qui sont moins bons et globalement on voit ce schéma de France, Allemagne, Italie, France et Italie qui sont en dessous des trois autres, mais quand même avec l'Allemagne et les Pays-Bas qui sont au-dessus en termes de stabilité des institutions politiques. Voilà, donc on passe à l'indicateur numéro 2. L'indicateur, pardon, le pilier, donc la performance économique du pays. On peut voir que les projections. Alors là, j'ai pris des données de l'IMF. On peut voir du coup, le FMI en français, pardon, le Fonds monétaire international. Donc là, on peut voir l'évolution du PIB par habitant en dollars pour avoir une monnaie commune. Globalement, c'est en hausse avec voilà, les projections, ça c'est des projections 25, 26, 27, 28, 29, sachant que les projections sont presque des régressions linéaires, donc à voir si le FMI prend bien en compte tous les risques qui peuvent se passer, mais bon, ils peuvent pas prévoir que certains risques peuvent arriver au Royaume-Uni ou en France. Je prends ces deux pays-là, avec un peu les tensions qu'on a dans ces deux pays-là en ce moment. Mais c'est intéressant de voir qu'ils pensent que le Royaume-Uni ira au-dessus de l'Allemagne et que l'Allemagne est vraiment finie. Mais on voit quand même globalement le rang de chaque pays. Euh, Ce qui est un peu avec en corrélation avec la croissance réelle, donc c'est-à-dire la croissance moins l'inflation. On peut voir que on a eu, après l'impression monétaire et la relance suite aux mesures Covid, énormément de croissance en 21-22, mais par contre 23, on est un peu à suivi. Si on enlève ces 3 années, j'ai aussi enlevé 2020 parce que je crois que c'était extrêmement négatif, mais on a eu voilà, 2019, on avait déjà deux, c'était un peu fébrile, Allemagne-France, et là, ça a complètement coupé. On voit que l'Allemagne s'est fait découper, mais quand même, le FMI pense à une reconstruction du GDP allemand et de la croissance GDP. Mais attention, on est sur des niveaux assez faibles, on est autour des 1 et des 1% de croissance. À voir, sachant je crois qu'on était plutôt des croissances encore plus faibles. Et justement, si on a une inflation, on le verra plus tard, mais si on a une inflation assez forte, est-ce qu'on va pouvoir maintenir des taux de croissance positifs réels, des taux de croissance réels positifs? À voir comment les choses évoluent. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est le taux de chômage et good job, voilà, bien joué à l'Italie, on va dire, avec un taux de chômage qui a descendu fortement. Le pic même de 2020 ne se voit pas et voilà,
même le FMI se dit, oula, pourquoi ça baisse autant? Ils ont aplati la courbe. À voir aussi, mais on a aussi cette tendance de 2025 à venir, peut-être qu'ils se disent c'est temporaire, mais on a quand même un regain du taux de chômage qu'on a aussi au Royaume-Uni, qu'on a aussi aux Pays-Bas, et en Allemagne ça a l'air plutôt stable. Donc à voir si c'est taux de chômage, mais globalement on prend voilà, 2019 à 2029. Ensuite, c'était intéressant voir où la France se positionnait sur la marge brute des entreprises. Et on voit qu'on est bon dernier de l'Union européenne avec voilà, un peu plus de 30. On est au niveau de ouais, un peu en dessous du Portugal. L'Italie se positionne très bien, donc l'industrie italienne et toutes les entreprises italiennes peuvent dégager une bonne marge de profit. L'Irlande, je pense que les chiffres de l'Irlande sont un peu faussés. Il faudrait enlever les entreprises de la tech qui ont mis leur siège en Irlande globalement pour payer moins d'impôts sur ce qu'elles vendent. Donc je pense que l'Irlande serait enlevée. Pareil pour Malte, peut-être il y a un biais aussi de fiscalité, mais globalement, là, on voit en Europe, on est autour de 40. Et on a l'Allemagne ici qui est légèrement en dessous, mais voilà, toujours biaisé par ces, je pense, l'Irlande et Malte. Mais on peut comparer justement avec la Suisse et la Norvège qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc voilà, la Norvège qui a des performances énormes. Voilà, c'est intéressant de voir ça. Et ensuite, on peut regarder le risque de pauvreté, donc at risk of poverty rate. Je crois que c'est c'est le percentile 60 de. Donc bon, bref, c'est un indicateur assez connu. Et on voit que le taux de pauvreté en France augmente depuis les années 2005, augmente chaque année. Il augmente et on a eu encore une année qui augmente. Contrairement à l'Allemagne où on a toujours eu un taux de pauvreté assez fort, donc c'est marrant de constater qu'ils ont un taux de chômage faible, mais qui sont considérés comme assez pauvres en soi depuis beaucoup d'années. Beaucoup de gens ont un travail, mais sont dans la pauvreté. C'est intéressant de noter. Et on voit l'Italie qui a augmenté, qui vient de rebaisser à des niveaux 18-7. Voilà, donc je voulais faire un peu la comparaison entre ces trois pays, des économies assez similaires entre guillemets, mais voilà, des pays proches, comme quoi le taux de pauvreté qui augmente en France, c'est inquiétant, mais quand on voit nos pays voisins, c'est aussi, ils sont aussi assez élevés. Donc globalement sur ces indicateurs, avec des moyennes que j'ai pris, ah oui, la volatilité de la croissance. Donc j'ai utilisé la, la standard deviation euh, qui, qui permet de regarder voilà, de 2020 à 2029. Et globalement, j'ai attribué toutes ces notes pour chacun des pays. Le meilleur pays, la meilleure économie serait les Pays-Bas. Et on serait à égalité avec la France et les UK, avec l'Allemagne un peu meilleure. Voilà, j'ai mis en profitabilité d'entreprise, parce que je crois aussi que on est le plus bas dans le monde. Donc voilà. Voilà pour le pilier 2. Pilier 3, très intéressant. Pilier 3, on va regarder donc la stabilité du secteur financier au global. Là, on n'est plus trop dans le gouvernement, mais globalement, on rentre dans la partie un peu économie, un peu plus, on va dire, dans les détails de l'économie. Est-ce que le système français est robuste, ou pas comparé au monde? Donc on va commencer par les comptes courants, donc les comptes courants en pourcentage du PIB. Alors c'est une mesure de solde du compte courant. Le compte courant, c'est un peu la composante de la balance des paiements d'un pays qui capture les transactions qui sont liées au commerce des biens et des services et aussi tout ce qu'on a dans les revenus de l'investissement, des revenus de certains fonds. Est-ce qu'on envoie des fonds à l'aide étrangère? Voilà, du coup, il reflète un peu la différence entre l'épargne d'un pays et ses investissements. Ils estiment qu'en 24-25, la France sera plus excédentaire que prêtée, mais on voit aussi l'Allemagne qui gagne une bonne performance et aussi l'Italie qui reste malgré 2022 en positif et le FMI estime qu'elle sera en positif.
beaucoup. Ensuite, on a les réserves internationales du pays en pourcentage on a les réserves internationales du pays en pourcentage du PIB. Donc là, c'est un calcul que j'ai fait. On avait, à un temps donné, on a la réserve internationale de monnaie et je l'ai mis en pourcentage du PIB. Globalement, ça change pas trop ça change juste l'échelle, mais globalement, ça change pas les dynamiques. Donc en fait, c'est tout l'argent qu'un pays garde de côté en devises étrangères pour pouvoir faire du commerce avec d'autres pays, ou ça peut être du devise étrangère ou de l'or. Voilà, donc ces réserves, elles changent selon les échanges commerciaux et financiers que le pays fait avec d'autres pays. Euh, le gouvernement et donc les banques centrales peuvent utiliser ces réserves pour financer les échanges avec d'autres pays, influencer la valeur de la monnaie, rassurer aussi les marchés financiers sur la solidité de leur économie et aussi obtenir plus facilement de prêts vers l'étranger. Donc ça sert à évaluer globalement la santé un peu financière du pays, bah, un peu comme tous les indicateurs ici, mais on peut voir la France qui avait des réserves nettes positives, mais maintenant qui sont passées en négatif avec aussi un presque zéro en 2024. Et globalement, c'est un peu le cas de tous les pays. Il n'y a pas eu de gros changements dans leurs réserves nettes. Ils n'ont pas absorbé. Alors là, ça a été du coup forcément une croissance après 2020. Beaucoup d'argent est rentré, mais voilà, en 2023, on est tous sortis en France et là, on n'a pas de changement. Donc on n'a pas de mouvement très significatif à avoir de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai globalement mis 3 à tout le monde. On n'a pas de changement beaucoup. Voilà, current account, j'ai mis 3, 5, 4, 5, 3 à cause des taux négatifs. Ensuite, on peut regarder la moyenne de nombre d'emprunts privés, donc du secteur privé. On peut voir qu'on est à plus de 100% sur tous nos pays. Et voilà, on a les Pays-Bas à 250, la France à 210%, donc le secteur privé emprunte énormément. Est-ce que ça serait culturel? Je sais pas. Mais en tout cas, on est à 158 pour les Royaumes-Unis, l'Allemagne 120 et l'Italie 130. Globalement, on est dans des pays qui empruntent le plus dans le monde dans le secteur privé. Donc ça peut... Quand il y a du levier, voilà, le levier c'est, on va dire, on va emprunter de l'argent pour faire plus de croissance. Quand il y a du levier, ça devient de plus en plus risqué. Et aussi, on peut le voir sur les ménages, donc la dette des ménages. Bon, c'est un peu moins élevé, mais peut-être aussi c'est culturel parce que on a un peu moins cette culture du crédit qu'ils peuvent avoir au Royaume-Uni ou surtout aux États-Unis. Mais on voit que les ménages sont surendettés aux Pays-Bas, donc ça peut être un risque. Si l'économie s'effondre, ils peuvent plus être solvables de ces prêts. Voilà, l'Italie est le moins endettée, mais aussi peut-être par moins moyens. Les ménages ne pourront pas avoir assez de moyens pour emprunter énormément. Je sais qu'en France, on emprunte énormément pour la maison. Mais voilà, l'Allemagne, peut-être les Pays-Bas et les UK, c'est plus pour comment dire, de la consommation. Et ensuite, ah oui, bah voilà, on peut voir, donc c'est plutôt Canada et Australie et la Suisse qui empruntent énormément au niveau et les Pays-Bas qui empruntent énormément. Voilà, donc ça c'est la moyenne sur 5 ans. Les Pays-Bas, je crois qu'ils sont en grosse baisse, hein. C'est pour ça que là, on voit sur cette carte, c'est la dernière année, 75 à 100%, mais globalement, ils ont emprunté beaucoup et maintenant ça baisse d'année en année. Ensuite, j'ai mis un ajustement qualitatif sur la zone euro. J'estime, alors ça c'est un peu à débat, j'estime que la zone euro apporte une protection supplémentaire à ce pilier-là, en particulier, justement que ce pilier-là, sur la stabilité du secteur financier. Ça permet au secteur financier global d'avoir des interactions entre les banques. Un système commun, ça permet moins de frais, ça permet moins de problèmes avec l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté voilà, des petits bonus à la note et j'ai enlevé, voilà, j'ai mis un score négatif au UK. Ce qui nous donne voilà, un score de finale comme vous le voyez ici. Avec les Pays-Bas quand même qui sont très bas et le Royaume-Uni aussi parce qu'ils ont eu des taux d'endettement. Mais les Pays-Bas, ça va en s'améliorant justement sur la dette des ménages. Voilà pour le pilier 3, maintenant on peut aller dans le pilier
pilier 4. Le pilier 4, c'est la santé des finances publiques. Et je dirais c'est l'un des plus importants parce que c'est en soi la santé de celui qui va rembourser la dette. Donc c'est un peu le pilier où on va regarder en détail. Globalement, on a ces différents indicateurs. Donc j'ai toujours pris du FMI, par exemple. On a la dette nette, c'est un peu ce qu'on entend le plus. On prend la dette, on le divise par le GDP, le PIB, et on a ce pourcentage. Donc on voit que on est passé positif en France et ça va en croissance. Voilà, en 2025, on serait autour de 110, presque 110. Combien j'ai mis voilà, bon, là, c'est la moyenne, mais autour de 105 sur la projection du FMI jusqu'à 2029. Donc on s'approcherait des 120 en estimant justement qu'il y a un déficit commercial et pour financer ce déficit, justement, il faut de la dette. Donc c'est pour ça qu'elle augmente. Mais on voit aussi que ça augmente légèrement jusqu'en 2028 et après voilà, ça stabilise pour les Pays-Bas. On a l'Allemagne aussi qui augmente. Mais par contre, l'Allemagne resterait sur des niveaux assez faibles, en dessous de 60. Surtout les Pays-Bas qui seraient... pardon, là je parlais du Royaume-Uni qui augmentait légèrement, mais les Pays-Bas qui seraient très stables, avec des niveaux de dette très très faibles par rapport à leur PIB. Ça permet une certaine comment dire, indépendance du gouvernement et aussi de leurs dépenses. Après voilà, c'est à un certain coût. Voilà, l'Italie peut-être qui a commencé une descente au niveau avec le régime peut-être de restrictions, de plus de recettes de l'État qui a engagé Meloni. Mais voilà, le FMI estime que ça va rester autour de ces 120. À voir. Ensuite aussi, le plus important, et là on peut se dire on est enfin très bon dans quelque chose, c'est la part du chiffre d'affaires globalement, pas du chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que rapporte l'État vis-à-vis du PIB. On est au-dessus de 50%, c'est énorme. Donc l'État, plus de 1500 milliards, on va dire, ouais, quelque chose comme ça, 1500 milliards. Et on va être leader mondial, je crois, hein, de combien l'État rapporte, gagne d'argent, en fait, par rapport au PIB. On est dans les meilleurs du monde, avec les autres pays aussi qui... Voilà, le FMI n'estime pas que ça va changer énormément. Après, à voir, hein, si les impôts augmentent trop, on a un peu cet effet, on parle de l'effet Laffer. C'est-à-dire que si les impôts augmentent trop, les gens vont moins en moins travailler, les entreprises vont moins en moins se créer, donc globalement on va avoir peut-être des secteurs qui vont générer moins de revenus. À voir si la France stabilise énormément et si aussi ce taux-là est efficace à long terme. Ensuite, on a, voilà, est-ce que le gouvernement emprunte plus qu'elle prête? Et globalement, bah, toutes les économies d'Europe, on est emprunteur net, je veux dire en emprunteur net. L'Italie a été de plus en plus forte, mais va devenir de plus en plus forte, va emprunter de moins en moins, donc parce que justement peut-être leur taux d'endettement est très élevé. Voilà, à voir est-ce que ce taux d'endettement va rester comme celui-là. Je ne pense pas, mais on voit justement la France qui va décoller en termes d'emprunteurs. Donc ils estiment que la France dans le futur va devenir de plus en plus emprunteuse et va toujours emprunter de plus en plus pour financer son système. Voilà, à voir aussi si c'est efficace à long terme. Parce que c'est soutenable à long terme pour la France. Et justement, c'est un peu le rôle de cet exercice et des agences de notation. Est-ce qu'elles vont pouvoir emprunter toujours autant? Et voilà, en fait, on est les meilleurs aussi du monde dans la récolte, mais on est les meilleurs du monde aussi dans la dépense publique. Dépense énormément. Et on voit qu'on était un peu au coude à coude avec l'Italie dans les dernières années, mais voilà, l'Italie commence à rejoindre et on va dire je dirais à se libéraliser. On a un peu cette comparaison, on est presque au niveau de l'URSS en termes de dépenses pour la France. C'est des niveaux presque de dépenses équivalents, donc à voir si on va avoir des changements de politique sur 25, 26, 27. Est-ce qu'on va devenir une économie un peu plus libérale? Mais pour l'instant, les dépenses
sont énormes, et je crois qu'on la Suisse, on est autour de 35%. Et c'est un peu ce que disait, dire que voilà, l'État peut être présent dans un pays, hein, et, voilà, on ne veut pas forcément vouloir l'anarchie, mais est-ce que les dépenses sont justifiées? Et on peut voir, voilà. Globalement, voilà, on a ces moyennes-là, ce qui donne des notes assez faibles pour la France et le Royaume-Uni, on va dire, avec voilà, les dépenses. Donc j'ai mis revenus, bah, c'est très bon pour les créditeurs d'avoir énormément de revenus, pareil pour l'Italie. Mais par contre, les dépenses pour la France et l'Italie sont plutôt catastrophiques, donc on a mis des scores plus bas. L'Allemagne aussi 2, 3. À voir, peut-être ça a un biais un peu baissier, pardon. Peut-être je suis trop bas, mais bon. Ensuite, on a les paiements d'intérêt qui vont augmenter. On est à 2,10, mais on est en augmentation. L'Italie paye 4,10% de son PIB dans les intérêts, parce qu'elles ont énormément de dettes, mais en France ça augmente de plus en plus, et le Royaume-Uni aussi paye beaucoup d'intérêts sur sa dette, notamment à cause de taux plus élevés. À voir aussi si cette charge va pas être de plus en plus, et est-ce que euh, les prêteurs vont prêter plus à la France. Voilà, c'est un tout un compte, donc j'ai mis des notes assez basses pour la France, l'Italie et le Royaume-Uni, à ce qu'on a cette dette, ce poids de cette dette qui augmente dans l'économie. Ensuite, on a est-ce que la dette est soutenable? On a un rapport de l'OCDE, le Global Debt Report 25, qui est un rapport très intéressant sur globalement la dette dans le monde. Et on peut voir comment la dette française et le changement de dette française est opéré. Donc là, on avait malgré que ce soit 25, c'est des estimations de 24 et des projections de 25. Mais globalement, le changement de la dette se dit à cause d'un déficit. Voilà, primary balance, c'est le déficit, donc le changement de la dette est expliqué, la croissance de la dette est expliquée globalement par un déficit. Donc en fait, si on aurait un État qui se chargerait mieux du déficit, on n'aurait pas tant de croissance de dette que ça. Donc si on aurait plus de revenus que de dépenses, la dette, voilà, la croissance de la dette est plutôt légère globalement, mais c'est plutôt à cause de ce déficit qu'on est déficitaire. Et aussi après, voilà, le taux des intérêts forcément qui augmente un peu dans la dette, c'est ce qui s'est passé en Italie. Mais regardez, l'Italie est à une balance qui est positive, en tout cas sur ces estimations-là, sur cette découpe de 23-24. Le Royaume-Uni, pareil, c'est le même problème en gros que la France, avec beaucoup plus de charges d'intérêt parce qu'ils ont des taux plus élevés. On a l'Allemagne justement aussi qui est un déficitaire, mais 23-24, à voir si l'économie. Euh, voilà, à voir, est-ce que ça va être soutenable pour les différents pays. Voilà, donc ça c'était un peu la solidité, la solvabilité, est-ce que la dette est soutenable? J'ai mis 3 avec l'Italie parce qu'elle est en amélioration, et Royaume-Uni qui a 3 aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 4 à l'Italie. Voilà, et on a du coup des France et Italie qui sont très mauvaises sur la santé des finances publiques. Mais avec une amélioration de l'Italie à noter. Globalement, je pense que la santé de la finance publique italienne sera meilleure que la santé de la finance publique française dans les années qui vont venir. Pilier 5, là on est sur les positions extérieures et monétaires. C'est quelque chose d'un peu plus technique, mais toujours aussi intéressant. On a par exemple voilà, la positionnette d'investissement. Donc là on retrouve un peu, voilà, est-ce que les pays, les entreprises du pays investissent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur? Est-ce qu'un pays a plus d'actifs à l'étranger que de dettes à l'étranger? Et voilà, on est en négatif avec le Royaume-Uni, là, comme vous pouvez le voir. On est en négatif net et de très loin. Et on a les entreprises allemandes, par contre, qui ont beaucoup d'argent à l'extérieur, et des trillions, c'est des trillions. L'Allemagne investit énormément d'actifs à l'étranger, que la France, on a énormément de dettes à l'étranger. L'inflation, justement, on en parlait avant sur le PIB, mais l'inflation a été énorme après l'impression monétaire. Le FMI estime qu'elle va se stabiliser autour de 2%, mais bon,
Je tiens ça d'un économiste d'une grande société d'assurance et de gestion d'actifs qui disait que c'était très dur. Il avait arrêté, après 20-30 ans de carrière, à prédire le taux d'inflation. Quand même, une inflation qui va être persistante autour des différentes années. Voilà, il y a un risque quand même qu'il y ait une inflation persistante autour de 2%, voire plus, dans certains pays, mais avec une croissance qui serait en dessous de 2%. Donc on sera sur un boom déflationniste et à court terme, les entreprises vont faire moins en moins d'argent, les gens vont avoir moins en moins d'argent, mais le coût de la vie va coûter de plus en plus cher. Si on garde des taux de croissance aussi faibles, et s'ils sont encore plus faibles que ce qui est prévu, et qu'on a une inflation de ce niveau-là, on va avoir un appauvrissement de la population. On a la pourcentage, c'est intéressant, le pourcentage détenu par pourcentage de la dette détenue par des étrangers. Voilà, j'ai des taux que j'ai trouvés. C'est très dur de trouver ce genre de statistiques, mais globalement, c'est ce que j'ai pu trouver pour chaque pays. Peut-être on est autour de ça, mais c'est pas exactement ça. Mais à la France, on serait dans les plus gros. On est à majorité, donc ça c'est très dangereux, je pense, pour l'avenir de la France et du gouvernement, de la souveraineté du pays, parce que on a cette part des... Alors là, c'est date de 2000, des dates de 2023, c'est rapporté par Reuters, c'est fait par Barclays, une banque anglaise, et le FMI. Et on voit qu'on a les banques étrangères qui sont les plus grosses prêteurs sur la dette française. Et globalement, on pourrait avoir des pôles. Donc, voilà, la foreign official, c'est les étrangers, les institutions étrangères, les gouvernements étrangers, qui a le plus augmenté au cours des dernières années, depuis 2015 environ. La Banque centrale qui a donné de plus en plus à la France pour soutenir l'économie, peut-être parce que, justement, pour soutenir un système qui ne marchait pas. Donc, là, la Banque centrale a donné énormément à la France pour soutenir la France. Donc, il y a un risque de... Vraiment, la Banque centrale a risqué beaucoup d'argent sur la France. Donc, ça pourrait mettre en péril la zone euro au global. On a cette part qui a toujours été très haute, par contre, d'investissement à l'étranger. Mais voilà, on a atteint des nouveaux records. On est à 54,7. Et par contre, tous les résidents sont en baisse majeure. Donc globalement, à l'interne, on prête de moins en moins à la France, mais à l'extérieur, on prête de plus en plus. Voilà, qu'est-ce qui peut attirer? Je sais pas. Voilà, il y a eu plusieurs promesses du gouvernement, mais globalement, ça met en question la souveraineté, parce qu'on a un peu, voilà, la stakeholder theory qu'on appelle, s'applique à une entreprise, mais globalement, on a un peu tous ces facteurs extérieurs qui vont influencer l'État. Donc, c'est pas exactement ça, hein. Pour un État, c'est différent. Mais globalement, on pourrait avoir, si des problèmes arrivent dans la dette, on pourrait avoir des blocs qui se créent ici. Même, je dirais presque les banques commerciales françaises, où les gestionnaires d'actifs qui détiennent toute cette dette française pourraient s'allier avec certaines banques internationales pour faire pression sur le gouvernement. Donc on aura un manque de souveraineté. Voilà. Ça peut être très risqué si voilà, ils peuvent forcer justement la France à rembourser s'il y a des problèmes économiques. Voilà, donc on a un peu... voilà, j'ai donné... ah oui, l'échange rate relativity, c'est globalement face au dollar ou à d'autres monnaies internationales, parce que le taux de change est variable. C'est un indicateur qu'ils prennent en compte pour certains pays. Ici, ça ne nous concerne pas trop. On a eu beaucoup de volatilité, par contre, cette dernière année, c'est pour ça que j'ai mis 3,34. Et le pound était moins volatile par rapport aux autres monnaies, donc c'est pour ça que j'ai mis 4. Mais globalement, voilà, on a ces scores, et la France, on arrive dernier, et l'Italie se positionne plutôt bien, globalement, sur ce scoring. Donc, il y aura peut-être des petits biais, mais globalement, voilà pour notre pilier 5. Ok, donc désormais il est temps d'aller à la conclusion. Enfin, j'attribuerai donc avec la somme et bien sûr les poids, donc on a fait une moyenne pondérée. On se trouverait à 3,2 pour la France, 3,9 pour l'Allemagne, 3,3 pour l'Italie, 3,6
pour les Pays-Bas et 3,1 pour le Royaume-Uni. Alors là, c'est tout, on va dire, c'est quand même à mettre en évidence que j'ai pris cette échelle, voilà, de 4,6, sachant que je suis même pas sûr que des gens dépassent 4,6, donc peut-être qu'il y a un biais baissier. Ça va dépendre sur certains indicateurs, hein, mais globalement, souvent, ce qui est regardé, c'est les différentes classifications: high grade, upper medium grade, lower medium grade. Et après, on a les speculative bonds, on appelle ça. Là, c'est les investment grade bonds. Donc globalement, ça devient plus la spéculation, beaucoup plus de risques. Mais nous, nos 5 pays sur la note de Fitch sont dans l'investment grade. On a l'Italie ici, la France et le Royaume-Uni ici. Et on a bien les Pays-Bas et l'Allemagne qui sont des prime avec une perspective stable. C'est-à-dire qu'ils ils attendent que l'Allemagne et les Pays-Bas ne bougent pas. En prenant en compte mon analyse, on voit très bien que la France serait A-, donc on aurait un grade de différence. Honnêtement, je pense peut-être que mon analyse et mes scorings sont peut-être un peu trop baissiers et qu'on serait peut-être 1 plus A. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que déjà sur ce scoring-là, l'Allemagne et les Pays-Bas ne sont pas au même niveau. On a une Allemagne plus forte que les Pays-Bas. Mais surtout que je pense que le plus intéressant, c'est de voir que la France et l'Italie sont au même niveau. Et que le Royaume-Uni est plus bas. Mais bon, ça, le Royaume-Uni partage globalement la même tranche. Mais que la note de l'Italie devrait normalement augmenter dans un futur proche. Et celle de la France et du Royaume-Uni baisser. Je pense aussi que l'Allemagne a peut-être un potentiel de baisse à A+. On verra. Mais en tout cas, suivant ce scoring, en suivant ces indicateurs, en prenant ce type de résultat, on peut voir que ça ne s'aligne pas. Toute réserve gardée, c'est que comme on l'a vu au tout début, nous on s'arrête un peu à cette étape et qu'il y a toujours un peu aussi de l'expérience qui est accumulée, qui va aller justifier pourquoi ils gardent à un moins, mais il y a grande chance qu'on baisse en dessous. Et voilà, c'était intéressant de regarder après au taux de marché. Donc là, j'ai fait la différence entre le taux 10 ans français et des autres pays et le taux 10 ans danois. Donc pourquoi prendre le danois déjà pour avoir une comparaison aussi avec l'Allemagne, parce que d'habitude on prend le taux allemand, mais bon, il fallait avoir une comparaison avec l'Allemagne, et aussi que apparemment c'est un taux qui serait moins manipulé, moins négocié, donc un peu plus juste et proche de la vérité. Donc on arrive à cette date-là, c'était le 31 août par exemple, à 0,954% de plus que le taux danois pour la France. On aurait l'Allemagne à 0,17, l'Italie qui serait à 1,05. Donc on n'est pas très loin de l'Italie quand même sur le 10 ans. Je crois que sur le 5 ans, on est au-dessus. Mais globalement, on voit une tendance haussière des différents taux, sauf pour l'Italie où c'est une tendance baissière. Donc on le voit très bien au graphique. On a les Pays-Bas qui se situent entre l'Allemagne et la France, avec quand même 0,355. Donc en soi, peut-être que notre rating, dans l'ordre en tout cas qu'il est actuellement, serait plutôt bon, parce que on peut voir aussi que là, le taux anglais, bon, aussi leur taux de banque centrale est plus élevé, donc par mécanisme c'est plus élevé, mais ils n'ont pas pu baisser les taux comme nous, la Banque Centrale Européenne l'a fait, donc c'est pour ça qu'ils ont 2%, ils sont des taux très élevés. C'est des taux de marché qui représentent peut-être bien le risque, la prime de risque que prennent les investisseurs sur le marché en euros pour les différents pays ici. À voir si peut-être il y a un retournement de la dette italienne, mais on verra. Globalement, on a France, Allemagne et Pays-Bas qui suivent le même cours, ou c'est peut-être le taux danois aussi qui fait varier
dans une moindre mesure ces mouvements-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est regarder le CDS. Donc le CDS, c'est Credit Default Swap. C'est une assurance de risque, globalement, pour faire au plus court, une assurance de risque sur l'emprunt des dettes et l'emprunt des obligations quoi, de dettes, par exemple à 5 ans ici. Et on voit que la prime de risque la plus forte serait l'Italie, autour de 40, un peu plus de 40, suivi de la France, euh, suivi du Royaume-Uni à 17,8. Donc c'est pas exactement ce qui est répertorié dans ce taux ou dans le rating. Donc les investisseurs paieraient moins pour se protéger contre le Royaume-Uni que pour la France, 36, ou pour l'Italie. Mais pareil, regardez, c'est les tendances, hein, les tendances du Royaume-Uni, donc ça va être sûrement a dû être fort lors du Brexit, mais c'est la tendance de l'Italie à la baisse et à la tendance de la France à la hausse. On a le Pays-Bas qui est plutôt stable à 10 et l'Allemagne qui oscille de 16 à 8. Donc voilà globalement les résultats finaux. Il peut avoir un biais baissier et je suis conscient, je pense, qu'il peut avoir un baissier. Mais globalement, on peut voir que dans le marché, on serait autour d'une appréciation comme ça. Bien évidemment, il faudrait voir quels seraient les très bons élèves dans le monde pour avoir les notes au-dessus. Et peut-être, ça se trouve, c'est pour ça que on ne dégrade pas, parce que si on fait un résultat quantitatif, on serait à ces niveaux-là, mais après, en comparaison avec le monde, est-ce que ça serait vraiment justifiable de baisser? J'espère que cette vidéo vous aura informé, qu'elle vous aura donné envie d'aller un peu plus loin dans cette dette, et n'hésitez pas à me faire vos retours et à partager à ceux aussi qui aimeraient en savoir plus sur la dette française. Je vous dis à une prochaine conférence vidéo et ces vidéos. Salut!